3010, comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi, Mehdi? Je suis très content que tu sois là. Ok, Vraiment. Pareil. Vraiment. Content parce qu'aussi, en vrai, bon, évidemment, il y a plein de choses à aborder. Ça, c'est le genre d'interview où je me dis, pas rouge comment on fait l'interview? Ouais, Il y a plein de choses et en plus, on s'est jamais... On s'était vu à l'époque d'OKLM avec Eddie Hyde. On avait fait une interview, je m'en suis rendu compte, en 2012, mais pas de visu pour l'ABCDR du son, qui est encore en ligne. Mais on n'avait jamais vraiment eu le temps de discuter, de retracer un peu ton parcours. Là, on se voit, entre autres, parce que tu viens de sortir Baraka, qui est un dernier projet. Et première question que je me suis dit, ça va être ça la première question. Est-ce que tu as l'impression d'être de retour? Ouais, du coup, j'ai écrit ma biographie dernièrement avec un membre de mon équipe et tout. Et ce qu'il a décidé d'écrire, c'est pas un retour, mais une consécration intérieure, un point de bascule. Et en fait, c'est vrai que je le vois comme ça. Je le vois, comme un retour, parce que c'est vrai, là, c'est la première fois que je fais une interview formelle depuis 2017. Tu vois, donc ça fait longtemps que j'ai pas été vraiment sur, entre guillemets, le devant de la scène. Et d'ailleurs, merci de me recevoir. Avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est aussi un changement ou une continuité assez poussé, un moment, un déclic, plus qu'un retour, je dirais. Qu'est-ce qui a fait justement que... Parce que des projets, tu en as sorti dans ta carrière beaucoup. Certains ont marqué, je pense, des gens qui suivent, d'autres sont peut-être un peu plus passés inaperçus. Qu'est-ce qui fait que celui-ci, tu le vois comme un moment différent, et ça a été quoi ce déclic qui te dit, bon, bah là, j'ai envie de reprendre la parole, j'ai envie peut-être de pas uniquement faire les choses dans mon coin? C'est une bonne question. Ce déclic... c'est vraiment personnel, tu sais, il y a beaucoup de taf personnel et c'est la première fois que je fais un album où toute ma vie elle va être sollicitée. Je vais vraiment utiliser tout ce que je suis pour faire des sons. Donc c'était vraiment que des coïncidences, des moments où j'utilise les moments les plus marquants de ma journée pour faire des sons. Là, j'ai vraiment des anecdotes, tu vois, quand il y a quelqu'un qui te dit ouais, je me suis réveillé à 4h44 pour faire un son. Ouais. Et tu sais, ces anecdotes-là, avant, j'étais assez envieux de ça. Ça, c'est Jay-Z. Ouais. Fort, évidemment. Ça m'arrive en tête. Charlotte Népal aussi. Ah oui, bien sûr. C'est vrai que je pense à Jay-Z, mais bien sûr, Népal aussi, tu absolument. Vois, c'est assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est j'ouvrais l'ordinateur, je faisais une instru. Et après, j'écoutais l'instru et je me disais, qu'est-ce que je vais dire dessus? La plupart des sons de ma carrière, même mon premier album, Nemo, où ça a été poussé, ça rentrait un peu plus profondément en moi, c'était quand même... voilà, je sors le laptop, je fais une instru et après, je me demande qu'est-ce que je vais dire dessus. Alors que là, ça m'arrivait, c'était des sons qui tombaient sur moi d'une certaine manière. Comment ça se passe, ça? Moi qui suis parti, j'ai du mal à comprendre ça. Pour te donner un ordre d'idée... je suis à la salle de sport. Ma playlist, elle est en aléatoire. Ça, c'est pour le morceau seul. Okay. C'est le premier morceau préféré de l'album? C'est gentil. C'est le premier son que j'ai fait pour l'album. Et en gros, quand j'ai fini ma séance, donc les sons, ils tournent en aléatoire et je vais avoir des sons assez péchus et tout. Et dès que j'ai fini ma séance, donc le moment où je rentre dans le vestiaire, il y a le sample qui joue. Et direct, c'était un moment qui m'a fait c'était grave une coïncidence que ça tombe pile à ce moment-là. Et c'est un morceau qui est grave chill et tout, machin. Et là, c'est le moment où je viens de finir ma séance. Donc là, je vais me doucher, je vais me changer et tout. Et c'était grave. Et quand je l'ai écouté et que j'avais fini ma séance, en plus, je m'étais donné ce jour-là, c'était vraiment genre frisson, tu vois, genre en mode, ok, tu vois, là, on va repartir sur le reste de la journée. Et c'était une bête de vibe, tu vois. Et j'ai senti comme un pic, c'était comme un pic d'énergie dans ma journée, en fait. Okay. Et du coup, je l'ai noté. J'ai dit, attends, ok, je note ce moment-là, tu vois. J'ai vécu ma journée, je suis arrivé chez moi. Et peu de temps après, je m'étais dit, quand tu touches ton laptop pour faire ton ordinateur portable, pour faire un son ou une instru, faut que tu le touches avec intention. Faut plus ouvrir le laptop et dire, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais faire une prod comme ci ou une prod comme ça. Ouais, il fallait qu'il y ait quelque chose de plus... une intention. Je ne saurais pas comment le décrire, mais... peut-être dans le thème ou peut-être dans les sonorités, mais une intention il faut que ce soit l'intention qui fasse la prod. Pas l'envie de faire une prod si ça a du sens. Ouais, je comprends. Et du coup, quand je suis arrivé chez moi, ayant ces deux pensées-là, la pensée que j'avais eue juste avant par rapport à l'intention et celle-là par rapport au pic d'énergie dans ma journée, je me suis dit, attends, laisse-moi reprendre ce sample et tout. Et j'ai rejoué la basse entièrement avec le 808. Donc là, le 808, en fait, la basse, elle change tout le temps dans le morceau parce que c'est une basse jouée dans le sample et je reprends les notes. C'est pour ça que il n'y a pas de boucle en 4
de basse sur ce morceau-là, elle fait que changer à chaque fois. Ok, donc tous les morceaux, ça a été des moments comme ça, en fait. Exactement. Ok. Et ça, pour moi, ce que ça dit, en fait, de manière très concrète, c'est que ça a pris beaucoup plus, en fait, d'énergie de ce que je suis, parce que j'ai fait appel aux coïncidences de ma vie, aux choses qui m'arrivaient, donc ça a fait appel à une énergie beaucoup plus profonde. Et dans les retours qu'on m'a fait, ça s'est transmis. Si on remonte un petit peu en arrière, avant de revenir d'arriver plutôt sur Baraka, je le disais, tu as sorti beaucoup de choses. Il y a effectivement Nemo, un premier album, mais même une Nemo Tape en 2009, tu vois, Eddie Hyde, enfin... Et puis plein de projets, en fait, même entre 2015 et 2020, tu as sorti beaucoup de choses. Et je me permets, j'espère qu'il m'en voudra pas, de citer Dean Burbigo, qui... j'avais une discussion privée avec lui un jour, on parlait de toi. Enfin, on parlait de rap. Et à un moment, on est arrivé sur toi, et Dean... parlait de toi en termes très élogieux, et souvent d'ailleurs les rappeurs qui t'ont côtoyé, Ouzbad ici m'a dit que c'est toi qui l'as mis dans le rap par exemple, Dean m'a pas dit ça, mais il m'a dit, tu vois, tout le bien qu'il pensait de toi, et même le côté aussi un peu, je veux pas le trahir ses propos, donc j'ai pas envie de mal le citer, mais comme si aussi il y avait quelque chose de, notamment lors de ton passage, parce que tu as signé chez Polydor, ton premier album signé chez Polydor, Nemo, donc ton arrivée dans l'industrie, comme si quelque part il y avait un truc qui s'était pas bien déroulé, parce que tu fais partie de cette génération, tu sais. On a eu beaucoup de projections sur vous, on va dire globalement. Tu sais, en 1995, l'entourage, t'étais pas dedans, mais je pense qu'ils ont été un peu les emblèmes d'une nouvelle génération à l'époque. Ceux qui ont notamment ont participé à la tournée Kanaki Kit, t'en as fait partie. Ouais. Donc, c'était un mouvement. Moi, que je regardais avec beaucoup d'engouement, d'enthousiasme à ce moment-là, je me dis putain, c'est trop bien, etc., tout ce qui se passe. Et donc, je t'ai découvert, moi, avec le remix de Lil Wayne avec Sneezy. C'est là où j'entends parler de toi la première fois. Et donc, je te suis, tu fais partie de ces jeunes où on se dit waouh, il va se passer un truc, etc. Et il s'est passé un truc, évidemment, mais peut-être pas, tu sais, exactement ce qui aurait pu se passer. Tu vois, en termes de projection, de succès. Nemo, il sort en 2015, une année importante où il y a d'autres albums qui cartonnent. Et je sais que Dean, j'ai l'impression, encore une fois, je veux pas trahir ses propos, qu'il avait un peu une frustration vis-à-vis de 3010. Vous savez pas, mais en vrai, lui, il est archi important et ça aurait dû être plus big que plein de gens, tu vois. J'imagine que ce que moi j'ai compris de ses propos de Dean, on te l'a dit avant. Comment tu expliques ça un peu, ce passage-là? J'imagine que c'est passé plein de choses, parce qu'avant, il y a eu les tapes premium, etc., avec DJ Battle, etc., qui ont créé ce buzz aussi autour de toi. Yes. Comment tu expliques le fait que ce moment-là, il y a eu peut-être un rendez-vous manqué avec l'industrie, si je peux m'exprimer ainsi? Franchement, mon interprétation, parce que forcément, tu vois, ça fait appel à beaucoup de force. Et du coup, ça peut que être, au final, même si c'est ma vérité intuitive qui se valide sur le temps et tout, ça peut que être une interprétation. Bien sûr. Je préface comme ça, tu vois, mais en gros, moi, ce que j'en ai tiré, c'est un mélange. Je suis arrivé à une période, il y a quelques années, où je me disais, c'est que moi, en fait. C'est vraiment ma responsabilité. Parce que du coup, si tu veux, ma vie avant le rap, donc là, tu parlais de Nemo Tape, c'était archi bon, d'ailleurs. Parce que tu m'en parlais dans l'interview de 2012. Ouais, les gens qui vont t'entendre citer ça, vraiment, ils vont kiffer, tu vois. Et ouais, c'est vrai qu'on a fait une interview en 2012, donc vraiment, les gars, Mehdi, c'est pour de vrai, tu vois. Donc avant le rap et tout, et donc entre Trap et Aubervilliers, quand je déménage à Aubervilliers à 13 ans et tout, il m'arrivait beaucoup de choses personnellement et dans ma famille et tout qui m'ont assez marqué. Comme tout le monde, tu vois, j'ai une vie et tout. Et en fait, tout ça, c'était des choses qui étaient assez particulières à naviguer pour moi parce que ça m'est arrivé très jeune. Ouais. Il m'est arrivé beaucoup. Dans ma famille, il s'est passé beaucoup de choses. Et en vrai, ça va de pair parce que si je commence à parler de ma famille comme ça, il faut aussi que je dise que j'ai une éducation en fait très forte en fait via ma famille, spirituellement. Ouais. Et ça se retrouve dans ta musique, ça. Il y a quelque chose de spirituel dans ta musique qui est très présent. En fait, ma mère, elle nous a élevés en mettant Dieu en premier. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est une chance dans un monde qui idéalise beaucoup l'argent, qu'on ait une mère, en fait, qui mette Dieu au-dessus de ça. Donc, qui, quelque part, c'est une expression, mais met l'église au milieu du village. Ouais, mais les choses les plus importantes, en fait, au centre. Pour moi, je suis très chanceux parce que c'est vrai que je trouve que le rapport à soi-même et le rapport à tout le reste, en passant par soi-même, donc le savoir-vivre et le savoir-être, en gros, je pense que c'est plus important, ou en tout cas, c'est la fondation qui permet d'avoir une vie pérenne, en fait, malgré avec les finances et tout, des choses comme ça, tu vois. C'est une forme de santé, en fait. C'est super important, ça, pour moi. Mais ceci étant dit, ben oui, j'ai vécu des choses qui étaient assez défiantes au niveau de ma famille et tout. Et ça, c'était assez dur à gérer. Donc, j'ai été pris par beaucoup de vices qui m'ont fait créer beaucoup de malchance
en fait, en baissant mon énergie, en me rendant différent de comment j'étais quand j'ai grandi et quand j'ai pris le buzz, en fait. Parce que quand tu me rencontres à 6 Foot 7, je suis pas du tout dans ces vices-là. Bon, j'en suis dans un, mais il y en a un autre qui m'a pris et qui a vraiment tout changé pour moi, en fait, et qui a vraiment créé un cercle vicieux, tu vois, parce que c'était pas juste faire telle chose ou telle chose. C'est pour ça que je le cite pas maintenant, parce que c'est pas nécessairement la spécifique de ce que je faisais. C'est plus, en fait, la gamberge associée à ça, en fait. Donc, tu gamberges et tu utilises des choses qui peuvent te diminuer. Ça, éventuellement, ça va te faire sortir de ton état de grâce et ça va te faire créer de la malchance et tout. Donc, au début, j'étais dans ça. J'étais dans beaucoup me responsabiliser par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai une perspective. Donc, au début, tu disais que c'était surtout de ta faute, en fait. Et ouais, dans ces dernières années-là, tu vois, genre entre 25 et 30, c'était beaucoup. Je prends mes responsabilités sur ça. Surtout que j'étais dans ce moment-là où j'étais en train de vraiment bosser, bosser là-dessus. Il y avait un chemin qui semblait, d'un point de vue extérieur, pas tracé, mais en tout cas qui semblait clair. Ouais, tu vois. Et en vrai, si j'avais percé à Regarde ma paire et tout, tu vois, j'aurais été très frustré. J'aurais peut-être été dans des... Je serais peut-être resté dans ces vices-là. Et ça aurait peut-être été... j'aurais peut-être été beaucoup plus au crash que sans percer, entre guillemets, tu vois. Donc, ça m'a peut-être sauvé. Tu vois, bien sûr. Donc, aujourd'hui, je le vois un peu comme ma destinée. Tu vois, tu as le libre arbitre, bien sûr, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai vu, en fait, que bien que, en gros, quand j'étais petit, en gros, ma famille me disait que j'étais sensible. Ensuite, j'ai été chez le médecin, on m'a dit que j'étais précoce. Ensuite, j'ai été à l'école, on m'a dit que j'étais surdoué. Donc, tu vois, en fait, tout ça, c'est bien que j'ai ces capacités-là et que des fois, les gens me rencontrent, ils peuvent être frustrés par rapport à ça, parce que ça leur envoie peut-être, eux, leurs différences. Ils ont l'impression d'être moins intelligents ou quoi. Moi, j'ai vu que, en fait, je suis comme tout le monde. Si je travaille pas, si j'utilise pas mon libre arbitre pour actualiser cette destinée-là, qui est tracée pour moi, il va rien m'arriver. Et je l'ai vu dans les dernières années où j'avais pas de chance, tu vois. Et maintenant que je cultive un état d'être beaucoup plus clair, et je suis clairement en train de sortir de tout ça, je le vois comme ma destinée, en fait. Je le vois comme c'était écrit pour me réveiller à ce niveau-là et pour me faire aller vers là où je vais maintenant. Moi, je te vois, encore une fois, on ne se connaît pas très bien, mais je te vois comme quelqu'un qui a... C'est dans ton discours, mais c'est aussi dans le discours des gens qui t'ont côtoyé, comme quelqu'un qui a beaucoup donné aux autres. Et quand je dis les autres, je ne connais pas ta vie privée, je parle du rap en l'occurrence. Tu vois, je parle de ce que je vois à peu près. Soit des prods, des conseils, de l'énergie. Et parfois dans ta musique, je ne dis pas qu'il y a de l'amertume, je ne crois pas. Mais parfois, tu parles un peu de ça. Tu vois, tu vois, si vous me rayez de l'histoire, je vous raye de la mienne, etc. Il y a aussi ce truc-là. Est-ce que tu gardes quand même... Tu peux garder une forme de rancœur, que ce soit vis-à-vis, je sais pas, de label dans lequel tu as signé, ou de gens peut-être qui t'ont peut-être pas renvoyé l'ascenseur? Bien sûr. La réponse, en vrai, c'est avant que je développe, c'est... Bien sûr, tu vois, je suis humain, tu vois, et personne n'est parfait, moi inclus. Mais bien sûr, tu vois qu'il s'est passé des choses où j'ai vu que les gens n'étaient pas forcément... Tout le monde n'était pas forcément élevé comme moi, n'était pas habitué aux mêmes choses que moi. Pour moi, tout ce partage était assez naturel. Quand je vois l'état du monde et quand je vois les minorités et tout qu'on représente et la sous-représentation et surtout qu'on m'a parlé de mon potentiel très jeune, je l'ai pris comme une responsabilité automatique. C'est pas comme un truc genre en mode... comme un super-héros, je sais pas quoi, tu vois, c'est plus un truc naturel pour moi. C'est genre en mode, ok, donc si j'ai des capacités et qu'on est tous dans le checks et que je peux faire quelque chose, bien sûr que je vais le faire. Parce que le but, c'est qu'on élève en fait qui on est, pas tellement aux yeux du monde, mais à nos yeux, qu'on construise en fait ce qu'il y a à construire, tu vois, et ça va loin, tu vois. Parce que c'est d'abord en Europe et puis après, tu sais, ça commence à toucher le monde, tu vois, parce qu'on vient tous d'origines, tu vois, différentes. Et qui vont plus loin que la France, tu vois, par rapport à nos parents et tout. Donc si on parle de... moi, je suis comorien, donc du coup, faire ma part pour participer à l'émancipation et l'expansion des Comores, et comme mes parents, ils ont voulu faire à leur échelle, ou Trappes et Aubervilliers, et cette mentalité-là, c'est pas vraiment des missions, là, c'est des mots que j'utilise, mais pour moi, c'est naturel, en fait. C'était en toi, en fait. C'est un truc un peu... c'est normal pour moi, en fait. Et même si c'est juste ça d'avancer, eh ben, c'est bon, tu vois, quand même. Tu vois, donc... Mais oui, pour répondre à ta question, bien sûr, tu vois, j'ai ressenti ça. Et pendant le plus longtemps, c'était ça. Donc, quand je te disais tous ces fils et tout à l'ancienne, non seulement j'étais dans de la matière qui me limitait,
mais j'étais aussi dans des pensées, des émotions. Dans des aigreurs, éventuellement. J'étais aussi dans des pensées, des émotions qui me limitaient, tu vois. Ouais. Donc, le gros travail aussi, il a été de pardonner, tu vois. Mais aujourd'hui, je capte que le pardon, c'est beaucoup essayer de me pardonner moi-même, en fait. Donc, plus j'essaie de me pardonner moi-même, plus j'arrive à pardonner les autres. Et pardonner, essentiellement, moi, comment je l'explique, c'est plus comprendre. Si j'arrive à comprendre que c'est pas personnel, que les gens ils font ça parce qu'ils n'ont pas eu la même éducation, peut-être qu'ils n'ont pas eu les outils pour aimer comme moi j'ai reçu, tu vois. Parce que c'est ça, c'est pas juste une éducation spirituelle, mais c'est aussi, on m'a appris à aimer dans ma famille, tu vois. Et ça, aujourd'hui, je capte, j'ai 34 piges, je capte que j'ai de la chance de ouf, en fait. Juste de recevoir l'amour, tu vois. Comme disait Pani, apprendre à aimer, tu vois. Donc, du coup, je me dis, quand je vois les gens, je me dis, ils n'ont pas reçu nécessairement ces énergies-là, ces outils-là pour aimer et tout, et pour s'aimer eux-mêmes, tout ça. Et je le prends moins personnellement, j'ai moins le seum, et du coup, je comprends plus. Maintenant, c'est vrai. Là, tu vois, on est tranquille, on est posé, tout ça. Moi, je suis trop content d'être là, donc je vais être... Et puis même, je l'ai préparé un peu, j'ai fait un peu un média training dans mon coin, tu vois. Ok. mais du coup, je me suis dit, je vais adopter un ton grave calme pour être focalisé sur tes questions. Ouais. Et pour donner les réponses les plus complètes possibles. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des moments donnés où je le ressens, ça. Et c'est quelque chose que j'essaie de... Je vais utiliser des mots un peu techniques, mais de transmuter et d'alchimiser à chaque jour, tu vois. Ok. Est-ce que, juste avant d'avancer, quand tu as dit on t'a appris à aimer, ce qui est effectivement une notion importante, tu vois, comment toi, justement, tu tombes amoureux de la musique? Wow. Est-ce que tu as un moment, un artiste, un album, ou c'est juste peut-être, je sais pas, quelqu'un qui à un moment, un grand frère, une maman, un papa, qui te donne ce goût-là? Le premier truc que tu as dit, ça m'a fait penser à mon grand frère, mon aîné, qui est à la fin de Pas de nom. C'est lui qui me souhaite la bonne année et tout, c'est mon aîné. Notre famille, on est 5 enfants. Donc c'est lui. Donc je parlais souvent de lui, moi, dans les différentes interviews que j'ai fait. Ouais. Lui, il était plus rap US, bien qu'il était rap français. Et le grand frère juste en dessous était plus rap FR, bien qu'il était rap US. Tu vois. Ok. Donc les deux t'ont un peu... Ouais. Moi, je me rappelle, moi j'ai grandi avec Mauvais Oeil, Première Classe. Tu vois, comme nous tous en fait. On a grandi avec les mêmes rêves, tu vois. Machacun Free. Et et le deuxième truc que tu as dit, un son, c'est le jour où il m'a fait écouter Dead Bodies de The Alchemist, l'intro de First Infantry. First Infantry, incroyable. The Alchemist featuring The Game. Donc Alchemist, il fait la prod et The Game, il rappe. Et d'ailleurs, j'ai rappé et j'ai fait un concert avec Alchemist. Tu vois, le fait de dire des trucs comme ça, c'est incroyable, tu vois. Et je sais pas si on va en parler plus tard, mais en gros, je suis grave reconnaissant aujourd'hui de la carrière que j'ai, avoir pu influencer les gens et tout comme ça, tu vois. Mais bref, Dead Bodies de The Game et Alchemist, ce morceau-là, je me rappelle du jour que c'était, je me rappelle où j'étais, où il était, quand il me fait écouter, je me rappelle le soleil, il était comment, je me rappelle de toute la scène. Et First Infantry, c'est début des années 2000, donc je devais avoir entre 10 et 12 ans. Tu sais que tu as fait un concert avec Alchemist, t'es un gamin de trap, et t'as rappé avec La Fouine. Sur Capital du Crime, vous avez fait un morceau ensemble, il y avait Sneezy aussi dessus. Je sais pas si c'est à ce moment-là aussi que tu bosses avec Battle ou si c'est Battle qui t'amène à rencontrer La Fouine, etc. Comment ça se passe, mais c'est aussi le moment où ton nom il commence vraiment à être identifié en solo. Qu'est-ce que ça signifie de bosser avec Battle et La Fouine aussi après à ce moment-là? Franchement, c'était archi impressionnant hein, quand Battle il est arrivé dans ma vie. On avait fait un remix avec les gars de Square, donc SKWERE, un collectif de la Courneuve, dont Chacola a parlé récemment dans une interview. C'était d'eux qui parlaient en fait. En fait, moi j'étais à Aubervilliers et Bibi à Aubervilliers m'a présenté Pessoa au Bourget. Et Pessoa au Bourget était connecté à Square, qui était un collectif de la Courneuve. Donc c'est 3 villes voisines. Et du coup, en fait, via Pessoa, j'ai pu finir Nemotape. Déjà, c'est pour ça que je le salue et que je l'ai mis sur tous mes projets jusqu'à maintenant. C'est vraiment... c'est avec lui que j'ai commencé vraiment ma carrière, tu vois. En tout cas, exposé avec Nemotape et tout. C'est lui qui a mixé le projet. Tu vois, moi, après, derrière, j'ai fait Kiroser Leyenda, un projet à lui et tout, où j'ai essayé de lui rendre l'appareil en faisant des prods et tout, en étant avec lui sur les sons. C'est avec lui que j'ai commencé Edgy Hyde. Au début, on était 2. Après, on a mis Bibi dedans. Tu vois, donc, Bibi, moi et Peso, c'était nous, Edgy Hyde. À la base, c'est vous 3. Ouais, c'est nous 3 de base, tu vois. Et du coup, Bibi me présente Pesos. Et avec Pesos, on commence à bosser et tout. Et après, quand je sors Nemotape, je fais un rendez-vous avec Square
Parce que moi, je voyais, ils faisaient des concerts dans la ville. Et je voyais, en fait... Il se passait un truc. Ouais, ils étaient plus avancés que moi. Et même, ils avaient une espèce d'aura. C'était fort. Ouais, tu vois, il y avait un truc qui était maîtrisé. Ils avaient un studio. Le mec qui les gérait et tout, il était très hip-hop et tout, tu vois. Ouais. Charlotte Mongo. Et du coup, je me suis grave pris d'amitié avec eux. À l'unanimité, ils ont accepté que je rejoigne Square. Et au bout d'un certain temps, on a fait ce remix de Bafana Bafana. On l'a tourné en vidéo. Et donc, Tony Carino, qui est un membre de Square, l'a fait tourner sur Twitter. Je sais pas si tu te rappelles, en ancienne, tu mettais ton lien YouTube et tu allais mettre Tu mentionnais des gens. Tu mentionnais plein de gens, tweet par tweet. Ouais. Et il y a DJ Battle qui a répondu, il a dit, je veux le numéro du 5e. Moi, chez moi, je suis en train de faire une prod. Carino, il m'appelle. Il me dit, j'oublierai jamais, genre, il me dit, sois pas excité, sois pas excité. Je décroche, je dis, allô. Il me dit, sois pas excité, sois pas excité. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, sois pas excité, sois pas excité. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, sois pas excité. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et il rigole, tu vois. Il me dit, DJ Battle qui veut ton mail. Je dis, ouais, j'arrête, gros, tout ça. Et tac, de là, il prend mon mail, il me demande des infos. Rien de plus. Je l'ai raconté un milliard de fois, cette anecdote. Et un jour, je suis à Metz. Moi, je travaillais en tant qu'animateur avec des petits. Donc, on était en vacances là-bas. Je faisais animateur là-bas et tout. J'étais avec eux. Et je suis dans ma chambre et tout. Et t'as le teaser de... Je suis dans ma chambre le soir. T'as le teaser de 6 Foot 7 qui sort. Et à l'époque, c'était Candy Cotton. Ouais. Chaque vidéo de l'entourage, c'était ping, 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 ping. Ouais, Mon téléphone, il commence à faire ping, 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 ping. Et je comprends pas et tout. Et je vois que Nestlé, il a posté la vidéo. Et que les gens, ils commencent à commenter de ouf. Je crois, Battle, il m'appelle. Et il me dit, il a vu la vidéo et tout. Il me dit, viens, on fait une mixtape. Et direct, ça part de là. Okay. Et à ce moment-là, franchement, c'était un concours de circonstances de ouf. Et après, on l'a rencontré, on a fait le shoot avec Ojos et tout est parti de là. Mais même quand on a drop, il a posté sur sa page, ça m'a exposé à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, t'as D16 de la Côte d'Ivoire qui a fait une interview. Il a dit, genre, tous les gens voulaient rapper comme moi. Ça veut dire, en fait, non seulement je suis passé national, mais je suis passé international en fait, quand j'ai commencé à travailler avec Battle. Donc ça, le fait de passer de local à international, et même de rencontrer Battle, parce que Krav Maga... Puis on se parle, moi, Krav Maga... J'étais comme un J'étais ouf, fanatique de ce morceau. Tu vois ce que je veux dire? Capitaine du crime, volume 2, je crois. J'étais comme un ouf, le clip en noir et blanc avec eux deux, là. Et puis on parle d'un moment aussi où la fouine est énorme. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un des 3-4 plus gros rappeurs du pays, en fait. Yes. Donc c'est ce moment-là, en fait, où vous bossez ensemble. Ouais. C'est pas avant, c'est pas après. Ouais. Tu vois, donc ça devait être effectivement particulier pour un jeune rappeur beatmaker à l'époque, quoi. Tu vois. Et je vais dire un truc que j'ai jamais dit en interview. Un jour, genre, on va au concert de La Fouine, donc j'avais pas encore bossé avec lui. Battle, il m'invite au Zénith de La Fouine. Je vais au Zénith, tout, tac. Après, il me fait passer derrière, tout, tac. Il y a le truc avec peut-être une espèce de réception où il passe, il y a plein de gens, tu vois. La Fouine, il passe et tout, il dit bonjour à tout le monde. Et il me dit bonjour, il me dit hey, on va se voir et tout, machin et tout. Moi, je suis content, tout, tac. Je sors et en fait, je sors par du coup la porte de derrière et quand la porte s'ouvre, Battle, il reste, donc, parce qu'il y avait sa famille et tout, il m'a présenté sa famille. Donc, il me check à un moment donné et tout. Moi, je sors et tout. Et donc, c'est comme s'il y avait 2 portes qui s'ouvraient comme ça. Moi, je sors et en fait, derrière les portes, quand les portes s'ouvrent, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui attendent. Mais c'était aussi la porte par laquelle les voitures sortaient. Mais tu avais quand même beaucoup de gens qui attendaient. Donc, moi, je marche et je vais au bout comme ça. Et tu as des gens de ce côté et de ce côté-là. Et ça, ils regardent Battle et tout. Et Battle, je sais pas, il parlait à 2-3 personnes et tout. À un moment donné, il dit ouais, 3010 et tout, je te revois bientôt et tout. Et là, tu as tout le monde qui regardait comme ça. Vouf, ils font ça, ils me regardent. Et j'oublierai jamais cette image. D'un coup, tu as tout le monde qui s'est tourné et qui m'a regardé, genre la lumière d'un coup elle était sur moi, genre, tu vois. Et ça m'a humainement ça m'a marqué de ouf. Ouais. Comme quoi c'est vraiment la célébrité et tout ça, c'est vraiment de la perspective en fait. Il y a une seconde, j'étais au même endroit et vous me voyez pas. Saviez, ouais. Et même moi je remarquais pas en fait, ouais, c'était une situation normale, je suis passé 1 milliard de fois dans la foule et tout. Ouais. Et le miroir, le kaléidoscope, boum, la lumière elle est à un autre endroit en fait. Et du coup toutes les têtes elles se sont retournées au même moment, genre. Ouais. Est-ce que tu penses que ça explique peut-être quelque chose sur toi et ta carrière, parce que t'es autant un rappeur qu'un beatmaker en réalité. Donc non pas que les beatmakers n'ont pas vocation à être dans la lumière, mais fatalement ils le sont un peu moins. Donc je me demande finalement est-ce que t'as envie de ça? Est-ce que finalement t'es pas quelqu'un qui, tu vois, est-ce que t'es Ancelotti ou Bellingham, tu vois, ou est-ce que t'es les deux? Je sais pas, mais tu vois, c'est quoi qui te fait
plus envie? Je suis plus proche de Bellingham en âge que Ancelotti. Oui, bien sûr. Je dis ça avec beaucoup d'amour et de respect pour Ancelotti. Non, of course. Tu vois, légendaire, ça c'est clair. Oui, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce que je suis un compétiteur. Ok. En fait, c'est bien que tu prennes cette analogie-là. En fait, c'est juste par pur esprit de compétition. En fait, vu que ça me fait kiffer en fait le challenge et le défi. Donc oui, bien sûr. C'est pas pour la notoriété elle-même, parce que je pense que je l'ai déjà vécu à un certain degré. Et que c'est pas quand t'es énervé au téléphone et qu'il y a quelqu'un qui... Tu vois, donc les gens en fait te voient pas, ils voient ce qu'ils projettent de toi. Ils voient pas nécessairement... Les gens n'arrivent pas nécessairement à lire la pièce, comme on dit. Tout à fait. Tu vois, ça c'est assez particulier comme échange humain et comme rapport avec l'humain et tout. Mais ouais, c'est un pli que je suis prêt à prendre, tu vois, je veux dire, Ok. Mais en fait, c'est assez prétentieux de dire comme ça, mais... Non, mais parfois tu lis dans ta musique, comme quand tu dis Genre, meilleur de tous les temps, je le dis en toute détente, c'est un truc de rappeur. Ouais, aussi, voilà. Tu vois, c'est de l'ego trip, donc t'es là-dedans aussi. Ouais, tu joues ce jeu-là. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, j'ai envie d'être le meilleur que je peux être. Okay. Donc si ça passe par... Après, c'est bien sûr, tu vois, par exemple, pour ce promo run et tout, j'ai pensé à la jouer un peu DJ Snake et tout, avec les lunettes, et vraiment, love à lui, love et respect à lui, tu vois, il a travaillé avec Ojos et tout. Et c'est vraiment, j'ai pensé, en fait, à reprendre cet arc, en fait, de ma carrière, ou reprendre ma carrière avec, genre, en me cachant le plus possible. Ouais. Parce que l'un des groupes que j'admire le plus, c'est Daft Punk. Ouais. Et le fait d'avoir pu mêler l'anonymat à la légende absolue, c'est comme un Graal pour moi, tu vois. Parce que du coup, tu peux vivre normalement. Mais en vrai, ça a déjà été documenté. Ma tête, elle est pas bien. Oui. Tu peux pas vraiment te cacher. En fait. Ouais. Et une proche à moi, elle m'a dit ta tête, elle est partout sur Internet, bro. Je veux faire, tu vois. Et du coup, oui, ce serait un mal pour un bien. Parce qu'en fait, l'important, c'est que le message atteigne ceux qui en ont besoin. Donc, si jamais ça devait devenir big, il n'y a pas de problème. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais gérer. Tu vois, j'ai assez profité. T'es plus prêt aussi que peut-être il y a 10 piges quand t'es plus jeune et donc peut-être aussi un peu moins expérimenté, peut-être plus fragile aussi. Ouais, clairement. Et puis même, ça m'a fait aussi du bien de rester libre. Tu vois, jusqu'à maintenant, de pouvoir faire ma vie normalement et tout. En vrai de vrai, j'y ai pensé beaucoup ces dernières années. Je me suis dit, ok, si j'avais percé comme je voulais, j'aurais pas eu ça, tu vois. Ouais. Et c'est quand même une liberté dont j'ai profité quand même. Tu vois, de pouvoir prendre le soleil, être avec le monde dehors et tout. Ça fait du bien, tu vois. Mais si jamais je devais m'ajuster par rapport à ça, c'est le taf de service que j'ai choisi, tu vois. Il y a quelques mois, je faisais une interview, il y avait Rimka, il y avait Dahomey dans la vidéo, et Dahomey, je posais la question, il disait qu'il avait... je crois que son premier souvenir de rap, en fait, c'était toi, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est avec toi qu'il a commencé à aimer le rap, ou quand je lui demandais quel était son rappeur préféré. Je sais plus quelle était ma question. Je pense que c'était le rappeur préféré, parce que je pense qu'il a connu le rap avant moi. Ouais, alors, tu te souviens peut-être mieux que moi, je sais pas si t'as vu l'extrait, mais en tout cas, voilà. Ouais, j'ai vu, et je le connais très bien, Dahomey. Ok, bon, tu vois. Ouais, en fait, mais je dis ça parce que c'est pas le seul qui l'a dit récemment, tu vois. Je crois que j'ai vu 2-3 autres interviews où t'as été cité aussi, etc. Donc, tu vois, ce truc on en parlait en antenne, ce côté, tu sais, d'avoir un héritage, déjà, même si t'es pas vieux, effectivement, tu dis t'as 34 ans, mais d'avoir un héritage pour une génération, sans forcément avoir pété le score, mais tu vois, mais t'as cette reconnaissance, et même parfois ce côté culte, même, je pense, pour certains artistes. Comment tu vis ce truc-là ? Déjà, il y a un truc que j'ai pas dit depuis le début de l'interview, c'est que j'ai grave confiance en moi. Moi, en fait, à partir du moment où je sais ce que je fais, et que je sens qu'à fond, je suis aligné et tout, j'ai confiance en moi de ouf, en vrai, tu vois, et j'essaie de la garder le plus sainement possible, parce qu'en fait, je connais j'ai un certain œil, je connais pas totalement, mais j'ai un certain œil sur mes degrés de croissance et mon rythme de croissance et tout. Donc du coup, j'ai confiance en moi de ouf quand je sais ce que je fais, tu vois. Ok. Et du coup, non, je suis pas du tout en mode... je me dirais, ce serait même ingrat, en fait, d'être comme ça. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit, je suis reconnaissant, en fait, de la carrière que j'ai eue. Parce qu'en vrai, on pourrait le prendre en mode... Ouais, c'est que des props, mais j'ai pas tout ce qui va avec. Alors qu'en vrai... frère, je m'assois peut-être pas à la table d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, mais je m'assois à la table de Népal, je m'assois à la table d'Alpha, tu vois, de Ken, tu vois, et de gens qui... Infinite, qui t'a invité, qui est un rappeur incroyable et qui t'a invité sur Mathématiques, tu vois. Infinite, Gros Mots, ouais. Tu vois, et des gens que je respecte vraiment, tu vois, et qui du coup font ça vraiment bien selon moi et qui m'ont donné assez d'amour. Sheldon, tu vois. C'est fort quand même.
Je trouve ça fort en fait, jusqu'à très récemment, c'était beaucoup ce truc de ouais, mais il n'y a pas les chiffres qui viennent avec. Parce qu'après, ma fortune personnelle, tout ça, en vrai de vrai, plus le temps il passe, plus je me rends compte que ça me regarde que moi déjà. Mais c'était beaucoup en mode est-ce qu'il est bankable. Donc ça, vu que le business est une réalité dans la musique, ça je capte, tu vois. Mais avoir produit l'un ou peut-être le son solo le plus écouté d'Alpha One, en sachant, tu vois, à quel point sa fanbase elle est extensive. Avoir fait un morceau single d'or avec Alpha et Nekfeu, tu vois, être à 2 reprises sur des projets de Népal et tout, ça pour moi, tu vois, ça y est, c'est... Parce qu'en fait, c'est ça, t'as une valeur sentimentale où t'as des millions de vues, avec Népal aussi, et t'as des morceaux qui sont purement, en fait, rap, et qui performent aussi de ouf dans l'industrie, tu vois. Bien sûr. Donc, on n'est pas encore aux 100 millions, mais hier, j'étais pas à ça. Hier, j'avais pas des certifications que j'ai aujourd'hui, et du coup, je me vois grandir, et j'ai toujours pensé comme ça aussi. Je pense, avant, quand je donnais beaucoup, je savais que ça allait me revenir. Et du coup, je trouvais assez irrationnel que les gens ne le voyaient pas. C'est aussi le sens de Baraka, en fait, de cet album. C'est ça que tu dis quelque part, en fait, tu vois. Ouais, grave. Tu vois. Grave. Et je capte, en fait, avec le temps et tout, que les capacités que j'avais quand j'étais petit, en fait, c'est un truc qui me suit jusqu'à maintenant et c'est un truc qui sera toujours là. L'avantage, c'est que tu vois tout ça et que tu as ce ou ces dons-là. Le défi, ça devient tout le reste ne le voit pas ou tout le reste ne l'a pas. Donc pour le communiquer, ça devient quelque chose. Ça peut être quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un ajustement, en fait. C'est obligatoire, tu vois. Donc tu peux pas te reposer sur ces lauriers-là. T'as ce don-là, ça te donne une facilité sur des choses, mais du coup, ça te donne un désavantage aussi sur certaines choses. Où les gens vont plus... Les gens qui sont pas HPI ou comme ça, ils vont plus vite sociabiliser ou tu vois plus vite s'intégrer, tout machin. Mais toi, tes dons sont aliénants et ostracisants, tu vois. Pour moi, là, tu mets le doigt sur quelque chose que je trouve archi intéressant. Tu sais, quand on parle de rap ou même de sport, moi j'aime bien faire des comparaisons entre le rap et le sport. Et je crois que toi, t'as mis le basket, si je dis pas de bêtises. En tout cas, t'as une ref au basket sur l'album. Je sais pas si c'était... Tu vois, The Answer, 3 points, c'était juste... Ouais, 3 points, ouais. Exactement, mais bon, bref, en tout cas, le sport, je trouve ça c'est toujours intéressant, c'est pour analyser les carrières, et même, tu vois, moi, même The Last Dance, le documentaire, tu vois, genre, pour moi, c'est presque une leçon de vie que tu peux appliquer dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, enfin, c'est trop intéressant, bref. Ouais. Mais du coup, il y a un peu une croyance, tu vois, c'est peut-être un peu plus vrai dans le sport pour des raisons physiques, mais une croyance, c'est que, tu vois, dans la musique, t'as un prime, tu vois, souvent dans le rap, c'est en début de carrière, souvent, on va dire, tu vois. Et puis après, c'est moins bien. Tu vois, c'est un peu, globalement, ce qu'on dit. Évidemment, il y a des contre-exemples à ça, mais souvent, c'est ce truc-là, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, et c'est aussi la phase d'Alpha, tu vois, qui est un peu différente, mais qui dit pourquoi les rappeurs deviennent nuls quand ils deviennent riches, tu vois. Il y a un peu ce truc-là. Mais même indépendamment de ça, on a souvent la croyance que t'es plus fort quand t'es plus jeune, le premier album est meilleur que le 4e, etc. Okay. Et j'ai l'impression que toi, t'es un peu un contre-exemple à ça. L'album, il finit presque où tu parles de forme finale. J'ai l'impression que tu es encore en train de progresser. Tu vois. Et cette notion de progression, d'évolution un peu constante, quand j'écoute Baraka, j'ai pas l'impression du tout que ce soit moins bien que Nemo. Tu vois. Mais du coup, comment tu vois un peu ce truc-là, toi ? C'est pas juste la musique. T'as l'aspect humain aussi. Et l'aspect humain, c'est plus difficile de prime abord. À taffer. Tu vois, c'est... Encore aujourd'hui, j'ai encore des trucs que j'aimerais faire. Tu vois, et en fait, il y a un espèce de... Entre le moment où tu plantes la graine de « Ok, j'aimerais changer ça chez moi » et le moment où ça devient seconde nature, il y a tout un cheminement, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est ça. C'est essayer de toujours me... Donc c'est pour ça que je te dis ça. Je te dis ça pas pour me placer comme quelqu'un qui a maîtrisé le truc. Il y a des trucs que j'ai réussi. Dieu soit loué, tu vois, et c'est un fait, tu vois, mais j'ai pas encore l'impression d'avoir fini quoi que ce soit. Et du coup, c'est ça, c'est travailler sur ces trucs et avoir une discipline qui va au-delà de la musique. C'est ça, en fait, qui me permet de créer des ressources en moi, qui me permet d'être plus performant, d'avoir des meilleures idées et d'avoir de la chance et tout, qui devient de plus en plus grande et qui est de plus en plus impressionnante aussi pour les autres. Tu vois, c'est toute cette discipline en dehors de la musique. Ouais. Pourquoi t'as appelé, du coup, cet album Baraka, ce nouveau projet ? C'est le prénom de ma mère. Ok. Et c'est un mot aussi qui a une signification, qui est employé. Ouais. Exactement. Et en fait, je pense que là, c'est vraiment littéralement ta question qui me fait penser à ça. Je pense que... Parce que je l'avais formulé dans ma tête, mais d'une autre manière, mais je pense qu'en fait que, ouais, c'est ça que je cherchais.
Tu vois, ça se lie avec un truc que j'avais déjà pensé. En fait, si tu veux, quand je regarde l'industrie et tout, quand je regarde mes pairs, mes potes et tout, machin, je vois qu'en fait, si tu veux, on nous apprend qu'il faut agir d'une certaine manière. Donc, il faut aller chercher l'argent premier. Donc, tout le monde va de ce côté. Moi, je suis parti chercher moi-même. Tu vois, je ne vais pas dire Dieu et tout, parce que ce serait trop gros, tu vois, mais je suis parti me chercher moi-même, tu vois. Et je suis parti de ce côté-là. Et je savais qu'à partir du moment où j'attrape moi-même, en fait, pour moi, c'est de la logique. Mais depuis le début de ma vie, je suis différent. Et dès le début de ma vie, on m'a donné des signes en mode ta life ne va pas se passer comme elle se passe pour tout le monde. Tu vois, sois prêt, parce que ça peut être vertigineux, mais c'est ça qui va se passer, tu vois. Donc moi, j'allais par là, intuitivement, donc je ne savais pas ce que je faisais. Et du coup, ça m'a rendu ouf, parce que du coup, tout le monde dit ouais, mais regardez, lui, il va là-bas et tout, machin, tu vois. Alors qu'en fait, aujourd'hui, que je me suis un peu plus trouvé, ou que je me suis vraiment en vrai trouvé, tu vois, parce que je t'ai dit, c'est vraiment un déclic, donc j'ai vraiment l'impression de m'être trouvé. J'ai l'impression d'avoir cherché j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que je cherchais depuis. Et du coup, en fait, j'ai toujours eu cette intuition que si je me trouve moi-même, ou si j'arrive à comprendre un peu plus comment les choses fonctionnent, tout le reste vient, en fait, après. Alors que je connais beaucoup de gens qui ont tout ce qu'il y a là, mais qui ne se sont pas trouvés. Mais qui se sont pas trouvés eux-mêmes, tu vois. Mais du coup, c'est un échange. Parce que je suis quand même inspiré par les gens qui l'ont déjà. Tu vois, et l'avoir déjà. En fait, tout est spirituel. Il n'y a pas un truc qui est plus spirituel qu'un autre. Il y a des gens qui ont aucune éducation spirituelle, mais qui, dans leurs actions, sont beaucoup plus spirituels que les gens les plus lettrés spirituellement, tu vois. Juste dans comment ils se comportent. Donc, c'est pas un jugement de valeur. Mais c'est plus ce avec quoi je suis le plus confortable. Moi, il me fallait les fondations d'abord. Ensuite, tu vois, on construit derrière et tout. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir une carrière qui a des chances d'être expansive à tous les niveaux et pour X temps, tu vois. Mais c'est quelque chose de délibéré. La chance, c'est quelque chose que tu crées. À partir d'un certain âge, la chance, c'est quelque chose que tu crées parce que tu deviens beaucoup plus conscient des dynamiques de ce qui se passe autour de toi et tu apprends à interagir mieux avec ces dynamiques-là et tu crées ta chance. Il y a quelque chose aussi sur cet album, c'est qu'il y a on entend des gens qui te laissent des messages. Ouais. Et souvent, quand même, en écoutant l'album, tu te dis, les gens se plaignent un peu de du fait que tu sois pas là, en fait. Que soit tu leur répondes pas, soit tu es absent. Ouais. Est-ce que ça a été ça, en fait, ta vie aussi? Genre ces dernières années, peut-être? Est-ce que tu as été peut-être moins présent pour les proches ou pour la famille? Peut-être parce que, je sais pas, tu faisais plein d'autres choses. Pourquoi ces messages sont là? Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est, si tu veux, donc après Image en optique, quand on me laisse un message pour me dire, en gros, ouais, attendez-nous, on s'inquiète là, t'es plus là et tout. En fait, c'est le dernier moment où je me suis cherché et j'étais, si tu veux, j'étais comme allé dans un environnement contrôlé où c'était la dernière fois que j'étais dans mes vices, en fait. Mais j'étais dans un programme, je m'étais créé comme un programme pour lâcher prise une bonne fois pour toutes. Donc j'étais parti dans un endroit et j'observais ce qui se passait, en fait. J'étais dans l'indulgence et il y avait d'autres gens qui rentraient en compte et tout, mais j'observais ce qui se passait, en fait. J'étais que dans observer ce qui se passait. J'avais un temps limité parce qu'aujourd'hui, je travaille. D'ailleurs, j'ai envie de dire où je travaille. Je travaille Solaris, -1 de l'homme, Printemps Man. Ouais, il y a plein de gens qui vont venir te voir, là. Ah bah venez les gars, parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de tout l'amour là. Venez du monde entier et achetez vos lunettes de soleil. Let's go. Pourquoi tu veux le dire justement? Parce que tu as envie de dire c'est ça la réalité aussi d'un artiste libre, tu vois, et c'est aussi la réalité, c'est que tu as un job. Je kiffe Deadpool et j'aime bien casser le 4e mur. Et les artistes, et je comprends, hein, mais les artistes qui sont en mode ouais, moi je fais ça, mais on sait pas trop ce qu'ils font, en fait, ça enlève la dimension humaine du délire. Et en fait, moi je suis très humain, donc je travaille au Printemps One. Je parle anglais, donc je travaille dans la vente. Ouais. Je vends des Chanel, des Dior. Let's go, tu vois. Du coup, ouais, voilà, en fait, c'était ce moment-là. Ça, du coup, vu que je travaille, en fait, j'étais en vacances. Donc j'avais 2 semaines. Ouais. Et pendant ces 2 semaines-là, j'étais parti dans un endroit vraiment en mode, vas-y, là, il faut que je passe à autre chose. Parce que j'avais déjà expérimenté pendant plus d'un an. Comme je suis là, totalement clean et carré, tu vois. Et du coup, je suis reparti dans ce truc-là et tout, parce que après, il y a eu une période d'à peu près 1 an où c'était on-off, où le truc, il était toujours en moi, tu vois.
Et cet environnement contrôlé-là, je l'appelle comme ça, parce que j'ai pas voulu revivre comme si c'était ma réalité. Donc, aller en soirée, aller voir les potes, aller au studio, j'étais dans un truc où je m'étais vraiment mis tout seul. Et le but, c'était vraiment, en 2 semaines, je lâche ce truc. Et à la fin, j'ai capté que c'était de la gourmandise. En fait, c'est de la gourmandise basée sur, pour moi en tout cas, basée sur l'anxiété, en fait. Tu vois, il faut remplir un trou, en fait. Et qui est, c'est un trou, ça aspire tout sur son passage, en fait. C'est impossible de le remplir, ce trou-là, tu vois. Et à la fin de ce truc-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était il y avait vraiment rien de bon, en fait. Il y avait genre, avant, quand j'étais plus jeune, j'ai associé, pas juste du plaisir, mais j'ai associé quand même quelque chose, une certaine forme de possibilité à interagir avec les autres ou des choses comme ça, tu vois. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'à mon âge et tout, il y a rien de bon dans ça pour moi, tu vois. Et du coup, j'ai juste lâché, en fait. Et ça faisait 1 an que je me tapais avec ce truc-là, tu vois. Ouais. Et je me suis dit non, en fait. Et j'ai juste lâché comme ça. Et depuis, en méditation, je suis allé beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, Et du coup, il y a eu ce déclic-là. Parce que c'était pas parce que je dois trouver un job, c'était pas parce que je l'avais entendu dans une vidéo, là pour le coup c'est vraiment venu de moi, tu vois. Parce qu'en gros, la fois où j'ai fait 1 an plus, c'était vraiment parce que c'était chaud et parce qu'il fallait que je me reprenne en main. Ouais. Mais moi en fait je suis tellement indépendant. En fait c'est ça quelque part l'inconvénient d'être surdoué, c'est qu'en fait t'es indépendant. Tu peux faire les choses seul. Tu vois, du coup, tu peux vraiment être chaotique parce que tu vas savoir comment manœuvrer, tu vois. Et du coup, si c'est une raison extérieure, ça va jamais marcher pour moi. Même si c'est... Et j'aime ma famille, hein. Ma famille, elle sait mais elle sait aussi, vu qu'elle me suit depuis le début, elle me connaît depuis le début, elle sait qu'aussi là-dedans, ça tourne à une vitesse que même moi qui me dépasse, tu vois. Du coup, là, maintenant que c'est venu de moi, il s'est passé ce truc où c'est vraiment comme une poche d'air qui s'est ouverte vis-à-vis de moi-même. Et après, tout s'est mis en 2 mois, Baraka, il a commencé. Okay. Comme je t'ai dit, en fait, c'est un espace tellement expansif. C'est comme si je m'étais rendu compte de l'espace et du temps que j'étais devenu. Et du coup, l'album, il m'est arrivé. Ouais. Tu vois, il m'est littéralement arrivé. En 2020, si je dis pas de bêtises, fin 2020, t'apparais sur la Don Dada Tape. Yes. Justement, on t'en a un petit peu parlé avant. Et pour moi, ça, c'est un moment important. Déjà, le projet, il est important, je trouve, il tue. Et toi, je vais pas dire que c'est un retour, parce qu'en fait, en vrai, t'as sorti plein de choses, mais j'ai l'impression que pour une partie du public, peut-être que je me trompe, il y a un truc de « Ah putain, ça fait plaisir de revoir 3010 avec Alpha, avec Nekfeu, etc. » Un peu après aussi, pareil, sur 888 d'Infinite, tu vois, je crois que c'est le premier single mathématique, tu vois, c'est vous deux, ça veut dire quelque chose, tu sais, il y a un peu presque même ce rapprochement qui n'est pas nouveau, j'imagine, mais avec Don Dada, tu vois, en fait, t'as l'air d'être pas très loin de ces gens-là. Quelle relation vous avez, en fait? Parce que finalement, j'ai l'impression que vous étiez ensemble au début de la décennie passée et que vous êtes encore ensemble aujourd'hui. Et est-ce que tu as vu aussi Don Dada comme une forme de... Enfin, la tape, je veux dire, comme une forme de retour un peu au premier plan? Moi, je l'ai un peu pris comme ça à l'époque. Franchement, dans Manifeste, quand je dis j'ai mis combien de shut the fuck up et tout, en fait, ça m'a choqué quand la Don Dada Tape elle est sortie, l'espèce de vent glacial que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Genre, jusqu'à maintenant, quand je sortais des sons ou des projets, les gens, c'était les premiers à aller sur Twitter, à dire que ça n'a pas fait beaucoup de ventes, que les gens n'ont pas écouté, ou bien qu'ils aiment pas, ou je sais pas quoi. Mais quand Philippe Lingo et 3095 parties 2 ils sont sortis, personne. Rien du tout. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir mis une clim, en fait. Et ça m'a surpris de ouf, même pendant plusieurs jours, tu vois. Et encore plus maintenant, quand je vois, après quelques années, comment le son il performe, il est platine aujourd'hui, je suis platine en tant que compositeur, je suis or en tant que rappeur. En fait, je suis trop content, moi, perso. Et oui, je l'ai vu comme ça. Moi, je l'ai vu comme un... En fait, au début, non, parce que c'est mes potes. Enfin, tu vois, oui, Alpha... Tu vois, c'est pas... Nous, on vous voit pas tous les jours. Donc, nous, on se dit, ah, putain, ils refont un truc ensemble, alors que toi, en fait, c'est juste plus naturel. Vous parlez, j'imagine. Et c'est pas une surprise, peut-être, d'être invité sur le projet pour toi, en fait, tu vois. Ouais, en fait, t'as vu... moi et Alpha, on se connaît depuis longtemps. Mais on se connaît depuis longtemps dans le rap, tu vois. Donc, c'est pas comme, tu vois, Abdoulaye Niang, mon pote, tu vois, designer chez All House, mon meilleur ami avec qui on a créé Aero Wonderful et je l'appelle pour l'emmerder et on parle de n'importe quoi tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Là, hier, je lui parlais
3-1 Sénégal-Angleterre. Il me dit, ouais, les Top Boys, on les a tapés. Tu sais, c'est... Ouais, vous n'avez pas cette relation avec Alpha. Ça reste un truc de... Mais c'est des un pote. pères qui se respectent. Mais c'est un pote, quand même. C'est quand même un pote parce qu'il m'a donné beaucoup de temps sur les années, en fait. C'est paradoxal, ce que je dis, mais en fait, c'est vrai. Aujourd'hui, quand je réfléchis à ma relation avec Alpha One, les fois où j'étais en studio avec lui, il m'a donné quand même beaucoup de temps. Et dans le temps qu'il m'a donné, il m'a donné quand même beaucoup d'infos. Et moi, c'est ça que je retiens de notre relation. Et même avec Luigi, par exemple. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de temps, tu vois. Et du coup, je respecte ça. Je respecte ça à fond, en fait. Le fait qu'il m'ait donné du temps, et dans le temps qu'ils m'ont donné, c'était pas juste du temps vide. C'était du temps rempli d'expériences. Ils ont partagé leur expérience avec moi librement. Et vraiment à 100%, tu vois. Et du coup, c'est intéressant cette notion de percer. Il y a différents moments de la conversation. On va dire que j'ai pas percé. À différents moments de la conversation, on va dire que j'ai percé, tu vois. Mais tout dépend de quel prisme tu regardes ça, en fait. Ouais, c'est ça, ou même de quel degré, tu vois. Ouais. Mais ouais, on se connaît quand même très bien. Tu vois, il est venu sur Premium 1 dans 3095-1. Ouais. Tu vois, il est grave venu et tout. C'est lui qui a dit ça au micro. Il a dit 3010 Alpha One, 3095. Et c'est lui qui a dit ça pour la première fois. Tu vois. Et quand on a fait le son, c'est lui aussi qui a dit on va l'appeler 3095 partie 2. Okay. Tu vois, et en fait, il a dit ça en ad-lib. J'en ai fait le titre du son. Et quand on était en studio, la boucle s'est bouclée. On a fait partie 2. Tu vois. Et, donc, non, parce qu'il y a une dimension personnelle. Mais oui, quand j'ai vu l'impact du projet. Tu as senti que s'est passé quelque chose, tu vois, à ce moment-là. Ouais, j'étais assez fier quand même. Ouais. Je vais pas te cacher, tu vois. Nekfeu, c'était un mec que je voulais sur mon premier album. Il voulait qu'on le fasse à distance. Parce que c'était à l'époque du run Jeune Entrepreneur. Ouais, ok. C'est que j'étais en train de finir Nemo et tout. Et du coup, je voulais qu'il passe au studio. Moi, j'étais en studio à la Chapelle. Et je voulais qu'il passe au studio et tout. Et lui, il pouvait que le faire à distance et tout. Et moi, à l'époque, avec mon ego surdimensionné, frère, je voulais pas, tu vois. Mais la vie a fait que, parce que c'était sincère. En fait, rien que ça, pour moi, ça, c'était l'air, en fait, déjà. Tu vois, c'était en mode, ok, c'était un MC avec lequel j'avais grave envie de rapper. J'ai l'impression, parce que moi, Humanoïde m'a flingué. Morceau incroyable, Humanoïde. Protocole m'a flingué. Tu vois, donc du coup, c'est en mode... c'était deux mecs avec qui j'avais vraiment envie de rapper. Et ça s'est fait tout seul. Et j'ai vraiment l'impression que j'ai tenu mon fort, tu vois. Ouais. Et du coup, je suis archi content, en vrai, quand je pense à ça. Juste en termes de rap, en vrai. J'ai presque envie de conclure la discussion avec une question que toi-même tu poses sur l'album. Tu dis, et d'ailleurs, avant de ça, parce qu'on a parlé de plein de choses, peut-être pas tant que ça de l'album, mais parce qu'en fait, je pense que tout ce dont on parle là, quelque part, t'en parles dans l'album. En fait, tu vois, c'est finalement ça. Et je trouve que dans cet album aussi, tu vois, j'ai la chance, l'opportunité d'interviewer beaucoup d'artistes, et c'est parfois qui ont des parcours beaucoup moins vertigineux que les tiens, qui parfois peuvent ressentir un peu d'aigreur, tu sais, et je trouve que, à la fois dans ton discours, mais aussi dans l'album, il y a un truc très, pardon de ce terme qui est devenu un poncif, solaire en fait, dans l'album, en tout cas très positif, même dans tout ce que tu racontes, même dans les côtés, c'est aussi une question de choix de prod, tu vois, des chœurs que tu utilises, des samples que tu utilises, tu vois, il y a un truc très soulful presque, tu vois, même si c'est pas un album de soul, tu vois, mais dans le mood, je trouve, et donc qui va devant. Et d'ailleurs, c'est même dans le discours, quand tu dis « continuer à vivre », etc. Je trouve qu'en fait, c'est un album qui est positif, même quand tu parles des choses dures par lesquelles t'es passé. Mais à un moment, tu poses une question, tu dis « la vie est-elle si sérieuse ?» Tu vois. Et donc, j'ai envie de te poser cette question-là, en fait, et de conclure là-dessus, parce que je trouve qu'il y a, dans cet album-là, il y a deux manières de l'écouter. On peut l'écouter et c'est cool. Pour moi, c'est comme ça, c'est comme les bons films, tu vois. Tu peux juste l'écouter parce que c'est bien rappé et bien produit. Et tu passes un bon moment. Parce que c'est bien rappé et bien produit. Ou tu peux aussi te prendre la tête sur chaque ligne, tu vois, et même message que... Et là, du coup, l'album, il prend une autre dimension. C'est comme avec les très bons films, tu vois. Ah, ça tue. Tu vois, ça peut être un bon divertissement de 2 heures. Mais en fait, si tu essaye de capter les rêves que le réal y fait, ben, l'album il prend une autre dimension, tu vois, je trouve. Et je trouve qu'il y a ça avec cet album-là, tu vois. C'est que tu arrives à faire un truc qui est lisible pour la personne qui peut-être s'en fout de ton histoire et juste veut écouter un bon truc de rap, et t'en fais un truc intéressant pour quelqu'un qui va se poser 2-3 questions. Du coup, la vie est-elle si sérieuse ? Est-ce que c'est sérieux tout ça ? Un jour, on m'a dit, le secret de l'illumination, c'est de s'alléger soi-même. Tu vois, genre, the secret to enlightenment is to lighten up. Donc, t'as le truc de 2 fois light, déjà. Ouais. Donc, oui, t'as un jeu de mots en anglais qu'on comprend pas trop en français. Mais en fait, en gros, parce que, genre, en gros, plus lumineux, c'est, en gros, il faut que tu deviennes plus light, en fait. Plus léger, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et c'est ça, en fait. Ce que je pense aujourd'hui, c'est...
en préparant cette interview. Et d'ailleurs, je me suis bien amusé de ouf. On m'a jamais dit ça. Normalement, c'est moi qui prépare les interviews, c'est pas toi. Ouais, non, mais tu vois, ça fait, comme je te dis, ça fait longtemps et tout. Et je suis obligé de respecter quand même ta plateforme, tout ça, ton temps, tout, tu vois. Donc, non. Pendant le plus longtemps, c'était relou et c'était très sérieux parce que j'étais focalisé sur comment les gens recevaient mon signal. Tu vois, qui je suis et tout, machin, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai capté que ça n'a aucune incidence sur moi. Tu vois, la seule chose qui a de l'incidence sur moi, c'est moi. Donc, maintenant, je m'autorise beaucoup plus à être moi-même. Et du coup, je suis beaucoup plus à l'aise. Et du coup, je suis beaucoup mieux. Tu vois, c'est comme si je m'étais trouvé à plein de sens différents, tu vois. Et du coup, je me sens beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je pose cette question. C'est parce que la vie, elle n'est pas si sérieuse, finalement. Tu vois, ça reste une illusion temporaire, en fait. Et faut pas perdre de vue ça, en fait. Et faut, malgré le fait qu'il y ait des défis qui soient très réels, faut pas oublier, en fait, de kiffer, en fait, l'expérience, je pense. 3010, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé, Je crois que j'ai posé 10% des questions que j'avais préparées. mais on a dit ce qu'il fallait dire, je crois. Ok, donc, c'est carré. Parce qu'on a touché à plein de trucs. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment, bravo pour ce projet. Merci beaucoup. Et si, on se reverra quand même. Ouais, je pense. Bon. Merci beaucoup. Vas-y, Mehdi. Ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.